Économie le Max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, 2015 restera-t-elle une année à oublier pour les bourses? Après l'euphorie de 2013 et l'atterrissage de 2014, l'exercice qui se termine se sera placé sous le signe de la volatilité. Les politiques monétaires accommodantes des grandes banques centrales n'auront pas suffi. L'incertitude sur l'économie mondiale alimente la nervosité. Le pouvoir de séduction du marché action en sort-il intact? Élément de réponse dans un instant. Et puis des idées, du talent et de l'action. L'avenir du secteur bancaire mondial passe par Israël, secteur qui vit lui aussi sa transformation numérique. La fintech locale répond présent. Citigroup, Barclays ou Santander, les géants internationaux y prennent position. Centre de recherche ou incubateur, 370 millions de dollars levés l'an dernier par les startups locales. Vous découvrirez leurs ambitions en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Avant cela, tour du monde de l'actu éco du jour avec en France d'abord cette légère embellie sur le front de l'emploi, moins 0,4% au mois de novembre pour le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, à savoir sans aucune activité, 15 000 chômeurs de moins donc en France métropolitaine d'après Pôle emploi. Alors bonne nouvelle certes, après la forte hausse du mois d'octobre, mais à relativiser puisque sur un an, on reste sur une augmentation de 2,5%. Et puis ces progrès s'accompagnent également d'une hausse du chômage dans les autres catégories B et C, qui inclut donc les demandeurs en activité réduite, signe au final d'un accroissement de la précarité. En France toujours, on aura noté la météo plutôt douce de ces derniers jours pour un mois de décembre. On le disait hier, ces températures impactent négativement la consommation des ménages, énergie et habillement principalement. Plus critique encore, la situation des stations de sport d'hiver, notamment dans les Alpes. On est proche souvent des 10 degrés et la neige, vitale pour l'économie locale, manque cruellement. Et si l'on ressort les activités d'été pour compenser, les commerçants commencent à s'impatienter. C'est sûr que c'est toujours un peu inquiétant dans le sens où les saisons en station sont finalement très courtes. Le gros du business, c'est vraiment Noël et les 4 semaines des vacances de février. Donc si ces 2 semaines-là ne se font pas ou moins, c'est vite un problème. Ça peut vite être un problème. Effectivement, au début de saison, on a eu pas mal de neige. On a pu ouvrir au mois de novembre, début décembre, plusieurs week-ends. Et puis, c'est vrai que depuis, il y a un réchauffement. Donc, on arrive à assurer un produit qui est correct, ski, 4 massifs d'ouvert, une partie du domaine, des pistes en conditions correctes jusqu'à présent. Et prochaine chute de neige attendue en janvier. On poursuit toujours en Europe avec le Portugal. Cadeau de fin d'année de la part du nouveau gouvernement socialiste qui a annoncé hier la hausse du salaire minimum de 5% au 1er janvier. 530 € mensuels sur 14 mois contre 505 jusqu'à présent, malgré les objections du patronat et l'absence d'ailleurs d'accord entre ce dernier et les syndicats. La précédente augmentation remontée à septembre 2014. L'objectif affiché du gouvernement d'Antonio Costa est d'arriver d'ici 4 ans à un salaire de 600 €. On s'attend pour 2015 à une croissance du PIB portugais aux alentours de 1,6%. Dans l'actualité également, la visite en Russie du Premier ministre indien Narendra Modi. Il est question d'énergie, gaz, pétrole et nucléaire avec 6 réacteurs de conception russe en négociation, de coopération militaire ou encore de partenariat dans le cadre des BRICS ou de l'ONU. New Delhi veut faire passer ses échanges commerciaux avec Moscou à 30 milliards de dollars par an d'ici 2025 contre 9,5 milliards l'an dernier. Et la Russie, en difficulté financière, n'en demande pas mieux. On parle d'achat d'armement russe par l'Inde pour plus de 7 milliards de dollars avec peut-être le fameux système anti-aérien S-400. L'Inde qui pèse déjà 28% du total des exportations d'armes de la Russie. En bref, au Japon, un tribunal a autorisé ce jeudi la relance de 2 réacteurs nucléaires à Takahama, dans l'Ouest, infirmant ainsi une décision de première instance, une décision stratégique pour l'alimentation énergétique de la 3e économie mondiale, après la réouverture en août de la centrale de Sendai. Tokyo, on s'en souvient, avait fermé ses installations nucléaires dans la foulée du drame de Fukushima il y a 4 ans, provoquant une explosion de sa facture énergétique et la dégradation de sa balance commerciale. Et puis un mot du rapprochement en vue entre l'univers de la high-tech et celui de l'automobile. Ford et Google pourraient créer une co-entreprise pour produire la prochaine génération de Google Car, un véhicule autonome. L'ambition est de proposer à terme une flotte de voitures pouvant servir de taxi automatique.
Petit détour par l'actu des bourses avant de commencer les bilans. Un peu d'optimisme hier soir à la clôture à Paris. La fin d'année approche. Le CAC 40 a bondi de 2,3%, bien aidé par la remontée légère des cours du pétrole. La baisse de l'euro favorise aussi les entreprises qui exportent. Bonjour Eric Lewin. Pas de quoi parler d'un rallye de fin d'année, comme le veut souvent la tradition. Il ne se passe pas grand-chose, David, dans cette fin d'année. Tout simplement, il y a quand même beaucoup de volatilité avec, par exemple, sur le CAC 40, 220 points d'écart entre le plus haut et le plus bas. Il faut dire que les marchés évoluent au gré des fluctuations du baril de pétrole. Si le baril monte, les actions remontent. Et si le baril baisse, les actions baissent. C'est assez binaire. Mais c'est comme ça pour l'instant sur les marchés, où l'on ne sait pas si l'on va assister à un vrai rallye de fin d'année, comme souvent. L'autre incertitude concerne l'évolution de l'action Apple. Depuis le début de l'année, Apple est en territoire négatif. Elle perd environ 2% depuis le 1er janvier. Et l'incertitude, c'est de savoir est-ce que oui ou non, Apple va terminer en territoire négatif. Il faut dire que les avis sont assez divergents sur la valeur, voire assez négatifs, avec des incertitudes sur les ventes d'iPhone dans le monde, notamment aux États-Unis et en Europe. On se dit que peut-être l'âge d'or d'Apple est derrière nous. C'est pour ça que l'action balbutie actuellement. Et ça se ressent fortement évidemment sur la capitalisation boursière d'Apple qui a littéralement fondu en 2015, moins 160 milliards de dollars à 590 milliards tout de même. Merci Eric. Et c'est le moment de se pencher sur l'état dans lequel ressortent les grandes places financières après un exercice 2015 mouvementé, volatile même, c'est bien le mot par lequel on pourrait résumer cette année. Question aujourd'hui, faut-il encore miser ces temps-ci sur les actions? Et pour y répondre, accueillons Laurent Pérez. Bonjour. Bonjour David. Et bien sûr, Jérôme Jarmoun. Bienvenue Jérôme. Bonjour. Vous êtes tous deux directeurs associés d'Erez Israël, gestion de patrimoine. Alors comme en 2014, incertitude géopolitique, incertitude sur la croissance mondiale, notamment la Chine, on a vu le ralentissement, les émergents aussi. Et tout cela forcément, ça nourrit la nervosité des opérateurs de marché. Quel est votre bilan pour cette année? Eh bien, un bilan contrasté, mais positif finalement sur l'année 2015. Contrasté puisqu'on a encore des économies, notamment l'Europe, convalescentes, avec une reprise de la croissance assez molle. Positif puisque tous les indices boursiers mondiaux sont plutôt dans le vert. On va citer quelques exemples. Le Nasdaq autour de 6%, le CAC, le DAX en Allemagne, on est autour également de 8-9%. Seul le Dow Jones publie un indice un petit peu en baisse pour 2015. Donc il y avait une année effectivement difficile, il fallait faire de la performance. L'année a été rythmée avec la sortie probable de la Grèce, on a eu la dévaluation effectivement de la monnaie chinoise, il y a eu les politiques monétaires. Donc effectivement, il fallait naviguer autour de cela. Donc positif malgré tout sur 2015, mais avec effectivement un contraste sur l'économie réelle. Ouais, donc c'est vrai, pas mal de foyers d'instabilité, pas mal de sous-performance. Comment vous voyez des perspectives pour l'année qui vient? Nous restons positifs globalement sur les marchés européens d'actions, comme nous l'étions pour 2015. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de taux qui reste quand même relativement bas sur la partie, en tout cas, européenne. On a des niveaux de valorisation aussi européens qui sont plutôt dans la zone des niveaux de 12 au niveau d'un PE contre un marché américain qui tourne autour de 20, 22. Donc tout ça permet d'avoir un support quand même technique des marchés intéressants. On va garder en tête qu'on aura sûrement encore une année 2016 volatile. Et il va bien falloir à un moment donné aussi que la croissance européenne réelle redémarre, parce qu'on anticipe beaucoup de choses avec les marchés financiers, mais l'économie réelle est quand même, doit jouer son rôle. Et les tendances monétaires inverses aussi, de chaque côté de l'Atlantique. Tout à fait. C'est ce qui, je pense, alimentera encore une fois les volatilités qu'on aura sur les marchés, avec un marché obligataire qui risque de secouer. Ouais, alors de quelle manière, dans ce contexte, vous intervenez dans votre approche justement auprès de votre clientèle? Mais effectivement, comme on le dit souvent avec vous, David, on a aujourd'hui, nous, Erez, une approche patrimoniale. Donc effectivement, de s'exposer directement sur le marché action est compliqué et complètement imprévisible, comme on le voit sur des décisions gouvernementales qu'on ne peut pas apprécier en amont. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on agit via des fonds qui nous permet d'amortir un petit peu ces soubresauts de marché. Donc ce sont des fonds que nous sélectionnons, que nous suivons et que nous analysons durant toute l'année et qui nous permettent effectivement de rester exposés sur le marché action, le bon moyen de renouer avec ce désamour que l'on a eu à un moment donné de la bourse pour les particuliers. Ouais, et globalement, c'est une stratégie que vous jugez payante en ce moment pour vous et pour votre clientèle forcément? Écoutez, sur 2015, le bilan aujourd'hui, on est à quelques jours de la clôture de la fin d'année, on est à plus 5% sur le portefeuille, modèle qu'on suit aujourd'hui chez Erez. C'est une moyenne qu'on suit maintenant aujourd'hui, qu'on arrive à délivrer depuis sur les 10 dernières années. Donc c'est un portefeuille modèle qui fonctionne, qui nous permet surtout d'avoir une volatilité 3 fois inférieure aujourd'hui au niveau de marché. Et l'objectif premier, comme l'a mentionné Laurent, c'est aujourd'hui chez Erez, c'est une vision long terme d'un placement. C'est surtout
et en premier lieu de préserver son capital et de le transmettre dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment notre prérogative numéro 1 quand on suit nos actifs financiers chez RS, comme on peut suivre également une partie plutôt immobilière ou autre. Donc c'est vraiment cette volonté première aujourd'hui dans le cabinet. Ouais, donc la gestion de patrimoine, une philosophie un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude sur les marchés financiers en général. Merci beaucoup à tous les deux pour cette analyse. Merci, David. On va rester dans le domaine de la finance, cette fois côté innovation. On ne présente plus la nation start-up. Israël se positionne de plus en plus comme l'un des acteurs majeurs de la mutation numérique du secteur bancaire, du big data à la gestion des risques ou de la sécurité. La fourmilière de start-up locales regorge de solutions toujours plus avancées. Les leaders internationaux pouvaient-ils l'ignorer? Barclays, Visa ou Citigroup, tous attirés par le savoir-faire et l'esprit d'initiative du pays. Les investissements dans la fintech se chiffrent désormais en centaines de millions de dollars par an. Les détails avec Jonas Citruc. Ces gratte-ciels sont trompeurs. Nous ne sommes pas à New York, ni à Londres, mais à Tel Aviv, en Israël. Le nouveau paradis des grands groupes bancaires internationaux. Ils ne viennent pas ouvrir de succursales, mais plutôt des centres d'innovation ou des accélérateurs de start-up. Objectif, profiter des capacités israéliennes en termes de technologie financière. C'est ce qu'on appelle la fintech. Récemment, c'est l'établissement espagnol Santander qui a noué un partenariat avec MyCheck, une société qui développe des applications de paiement mobile. Ils sont très excités par le marché israélien. Ils ont trouvé beaucoup d'innovations ici en Israël, dans le secteur bancaire et aussi dans d'autres aspects du marché. Et selon moi, oui, nous allons vraiment entendre parler de Santander dans le futur. L'américaine Citibank est l'une des premières à avoir été séduite par Israël. Elle a déjà investi des dizaines de millions de dollars dans plusieurs incubateurs de la région. Elle dispose actuellement d'une subvention du gouvernement de 25 millions de dollars sur une durée de 5 ans. Et de cette coopération est née une application d'opération de change, Citi Velocity. L'application mobile a été développée ici en Israël. Ils ont transformé ce qui était réel en version mobile, ce qui est très difficile à la fois du point de vue esthétique mais également en termes de latence. Parce que nous voulions que nos clients puissent être en mesure de négocier en un seul clic jusqu'à 50 millions de dollars. Et c'est ce que nous avons réussi à faire ici en Israël. Tout ce qui est technologique et innovation, ça nous a semblé mieux de le faire ici. C'est donc ce que nous avons fait et nous avons été la première institution internationale à permettre à nos clients de faire cela. Dans ce bureau travaillent quelques 140 personnes en contact permanent avec les équipes de New York et de Londres. Mais pour Neil Cornet, le responsable de Citi Israël, s'installer à Tel Aviv était une évidence. C'est le fait que les gens ici en Israël aient fait l'armée. Ils ont été exposés à la technologie beaucoup plus jeunes qu'ailleurs dans le monde. C'est le fait que les Israéliens ont un caractère très innovant. C'est aussi le pays qui compte le plus de start-up par habitant, sans parler du culot des Israéliens. Cette capacité à venir, poser des questions, c'est pour tout cela que nous avons finalement choisi Israël. Aujourd'hui, Israël compte quelques 400 start-up dans la fintech. L'année dernière, le secteur a levé près de 370 millions de dollars, contre 148 en 2013. Et dans les mois à venir, de nouveaux projets devraient voir le jour. C'est le cas notamment de Rise, l'incubateur de Barclays, qui devrait ouvrir ses portes en mars 2016. Le mouvement est lancé avec donc au premier plan toujours l'écosystème de l'innovation israélienne. On passe tout de suite au Media Watch. La revue de presse et les festivités de fin d'année, c'est maintenant. Beaucoup de lumière dans les rues, dans les magasins, sur les sapins. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. Alors c'est bien joli tout ça, mais c'est gourmand aussi en énergie. Oui, c'est ce que nous révèle une étude du Center for Global Development aux États-Unis. Ces lumières consomment environ 6,6 milliards de kilowatts par heure. Une simple donnée comme ça, c'est pas très parlant, mais il faut savoir que c'est bien plus que la consommation annuelle de certains pays, comme par exemple, vous le voyez à l'écran, le Salvador, l'Éthiopie ou encore la Tanzanie. On parle de pays 90 millions, l'Éthiopie par exemple. Oui, et c'est même 2 fois plus que ce que consomment les Cambodgiens chaque année. Et ce n'est pas tout. D'après les auteurs qui ont mené cette étude, donc les 6,6 milliards de kilowatts par heure ne représentent que 0,2% de la consommation énergétique aux
États-Unis sur un an. Et dans l'histoire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les ménages ne sont pas les plus coupables. Entre l'électroménager, les télévisions ou encore les ordinateurs, ils représentent à peine un quart de la consommation énergétique de leur pays. En revanche, 70% de l'électricité est utilisée et consommée par à la fois le secteur industriel et le secteur commercial. Ça, pour le coup, c'est un peu moins surprenant peut-être. Et puis Volkswagen, Johanna, les scandales et maintenant un changement de slogan. 3 mois après le début donc, du scandale des moteurs truqués, Volkswagen change de cap après avoir annoncé donc, il y a quelques jours renoncer à devenir le numéro 1 mondial devant le japonais Toyota. Le constructeur automobile révèle ne plus vouloir de son slogan au caractère absolutiste, donc adieu au fameux Das Auto qui voulait dire la voiture en allemand. La marque se contentera désormais d'une simple mention Volkswagen. Pour le patron Matthias Müller, il faut faire preuve d'humilité, notamment en ce moment, et surtout, il faut faire des économies en 2016. Les investissements vont donc être réduits d'1 milliard d'euros. De quoi faire face aux nombreuses demandes de dédommagement qui risquent d'arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Je vous rappelle qu'environ 11 millions de véhicules dans le monde entier seraient concernés par le scandale des moteurs truqués. Parfois contradictoires. Merci beaucoup, Johanna, et à très bientôt. À bientôt. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News. La suite de vos programmes et de l'info, c'est dans un instant. Restez avec nous.